Aujourd'hui, nous allons parler de certains problèmes industriels et agricoles. Donc, commençons par le cyanure. Premièrement, le cyanure existe sous plusieurs formes, dans multiples choses. Le cyanure d'hydrogène, cyanure de potassium, donc dans les acides aussi. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver. Donc, dans quoi qu'on peut retrouver du cyanure? Dans bien des choses. Donc, on a une liste ici exhaustive, donc dans des insecticides, dans des traitements de désinfection de locaux, par exemple, pour dératiser des bateaux, enlever des parasites au niveau des arbres fruitiers, présent dans des gaz, dans des fourneaux, dans la fumée de tabac, dans certaines opérations industrielles, dans le fond, qui vont fabriquer, exemple, des gaz d'éclairage, dans le gaz d'ammoniac, dans une variété de choses. Peut être libéré aussi par la réaction d'un acide sur le cyanure, par pyrolyse, avec des matières plastiques, lors aussi des opérations de sémentation, d'extraction d'or, de soudure de métaux, peut être aussi présent dans le traitement électrolytique de métaux, dans des métaux spéciaux aussi, dans certaines plantes, dans une variété de plantes, dans les noyaux de certains fruits qu'on va voir un peu plus tard, comme par exemple les noyaux de pêche. Aussi dans les amandes, dans les graines d'abricot, des pommes, des prunes, des poires aussi, on peut retrouver une faible quantité de cyanure, par exemple, qui est naturel, et dans différents végétaux, et aussi dans les incendies. Les incendies en lien avec la combustion. Donc, la combustion de la laine de matelas, de la combustion de soie, polyuréthane, des trucs comme ça, qui vont dégager du cyanure. Donc, si on regarde au niveau cellulaire ce qui se passe, le cyanure vient attaquer les cellules. Donc, on a ici justement une cellule coupée en deux. On voit les composantes internes et l'affectation du cyanure vient toucher les mitochondries qui sont ici. Donc, il vient affecter la mitochondrie. Le cyanure, dans le fond, il vient se fixer à la mitochondrie. Il vient un transfert d'électrons qui va se faire et ça vient bloquer l'oxygénation moléculaire. Okay? Par conséquent, dans le fond, ce qu'on va remarquer, c'est une diminution de la génération d'ATP. L'ATP, c'est l'énergie dans la cellule. Donc, c'est un poison cellulaire, qu'on pourrait dire. Okay? C'est l'intoxication au cyanure vient pas affecter la quantité d'oxygène dans les tissus, mais les cellules sont incapables d'utiliser l'oxygène dans la cellule. Donc, par le fait même, la cellule devient hypoxique d'une certaine façon. Et puis, le premier organe à en souffrir, qui va être révélateur, c'est le cerveau qui va manifester des signes de souffrance. Si on regarde au niveau des caractéristiques de l'intoxication, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action peut être très rapide au niveau du cyanure là, sur l'organisme. Comme on l'a vu, là, dans le fond, on vient attaquer au niveau de la consommation de l'ATP cellulaire, donc ça vient arrêter de produire de l'ATP, donc la cellule ne fonctionne plus, devient anaérobique. Donc les premiers organes à être ciblés, ça va être le cerveau, ensuite le cœur. Donc les signes neurologiques qu'on peut remarquer, comme on voit à l'écran, bien évidemment des céphalées, des agitations, des vertiges, des troubles de confusion, la faiblesse. Ensuite, on peut remarquer un changement au niveau hémodynamique, donc les troubles au niveau dynamique qui vont être modifiés. Donc, tachycardie, tachypnée, sensation d'ébriété, pardon, apnée et confusion généralisée. Euh, Souvent, donc, le patient va, selon la quantité qu'il va inhaler, ça pourrait être très très rapide, il pourrait être terrassé immédiatement, tomber au sol inconscient, donc au niveau neurologique, c'est déjà affecté. Et ensuite, la respiration va essayer de prendre le relais, donc tachypnée, tachycardie pour essayer d'améliorer le cas du patient. Dans ce cas-ci, ça ne fonctionnera pas, surtout si dans un environnement qui a encore du cyanure, donc il respire du cyanure, donc on va empirer, on va accélérer le processus vers la mort rapide du patient en quelques minutes. S'il est sorti de là, ben là, il y a des chances là, de pouvoir s'en sortir. Même, dans le fond, si le patient survit là, dans un coma, dans des convulsions, donc on peut remarquer après ça des troubles hémodynamiques, une acidose métabolique qui est quand même intense. Pourquoi? Parce que les cellules ont été bloquées au niveau de la production cellulaire, donc sont tombées en mode anaérobique. Donc, ce qui est particulier, c'est on pourrait remarquer dans le fond l'absence de cyanose d'un patient qui est dans cet état-là. Pourquoi? Parce que l'oxygène est dans le corps, mais elle n'est pas consommée. Donc, le patient ne sera pas cyanosé. Donc, si on regarde au niveau des degrés d'intoxication, donc,
Premiers symptômes qu'on peut avoir, mal de tête, des vertiges, confusion. Midrias, ensuite des nausées, vomissements, faiblesse, tachypnée, tachycardie pour essayer de compenser. Donc, au niveau des signes tardifs, par exemple, donc apnée, des hypotensions, des arythmies, des ischémies myocardiques, des pertes de conscience, des bradycardies, lorsqu'on s'en va dans un tableau clinique sévère, donc hypotension, bradycardie, un Glasgow qui est atteint, des dépressions respiratoires, collapsus cardiovasculaire, lactatémie, pardon. Donc, c'est ce qu'on parlait, là, le patient a une coloration rosée en cause de beaucoup d'oxygène dans le corps, mais qui n'est pas vraiment utilisé. Et puis, une odeur d'amande amère au niveau de la respiration du patient pourrait être présente dans des corps rares, mais ça pourrait être là. Si on fait un retour au niveau de l'histoire, donc le cyanure a été utilisé malheureusement au niveau de la guerre en Allemagne. Les nazis ont exécuté entre 1941 et 1944 des millions de déportés dans des camps d'extermination, dans le fond, les expédients avec du gaz cyanhydrique, donc cyanure, dans des chambres à gaz, comme on peut voir sur l'image. Donc c'est très dangereux. Si on regarde maintenant du côté, on va regarder un petit peu plus du côté agricole, on pourra faire des liens aussi avec le milieu industriel. Au niveau des silos, des structures de stockage de fumier, au niveau même des bêtes, au niveau de leur digestion, de dégagement des gaz qui s'en fait, les cellules à grains, donc les bâtiments d'élevage qui pourraient être mal ventilés. Donc, c'est toutes des structures qui peuvent offrir des espaces clos dans lesquels des gaz peuvent s'accumuler jusqu'à des niveaux dangereux. Par exemple, le CO2, le dioxyde d'azote, le méthane, et ça pourrait appauvrir, dans le fond, l'oxygène qui est indispensable pour la vie des patients. Ce qu'il faut comprendre dans les silos, c'est que les silos ont un principe de ventilation qui permet de sortir les gaz et puis d'évacuer les gaz. Donc, c'est à considérer, dans le fond, avec des gens à intervenir là-dessus, là, de bien s'assurer que ça l'a ventilé. Évidemment, c'est un volet pompier dans le sauvetage comme tel. Il faut aussi penser qu'il y a des risques d'affaissement. Par exemple, un silo à grains, où ce que du grain s'est collé sur des parois qui est accumulé, donc ça ne descend plus. Un travailleur pourrait aller en dessous de la structure pour faire décoller le grain, et puis ça s'affaisse d'un coup sec sur lui, là, donc risque d'être asphyxié ou tout simplement pris sous la quantité de grain. Dans les silos, le processus qu'il y a, exemple des silos à grains, des silos à foin, des trucs comme ça, ben, il y a un processus de fermentation qui vient se faire de façon naturelle. Euh, la problématique avec ça, c'est que ça vient épuiser l'oxygène qui est présent dans le silo, puis ça va aussi libérer des substances comme le dioxyde de carbone, puis parfois le dioxyde d'azote, qui est plus rare, mais qui est présent aussi. Si on parle du dioxyde d'azote, ben, le dioxyde d'azote peut vraiment venir irriter les poumons, provoquer des inflammations respiratoires, diminuer la capacité pulmonaire, provoquer de la toux, diminuer la résistance des voies respiratoires, dans le fond, aux infections. Donc, c'est à considérer dans ce type de gaz qu'on va les voir de façon plus détaillée. Si on regarde au niveau des fosses à purin, donc, les faux à purin, évidemment, c'est le fumier qui est jeté à l'intérieur, donc une décomposition anaérobique qui va se faire. Le processus, évidemment, dégage des gaz de fumier qu'on va appeler. Ce qu'il faut faire attention, c'est par temps chaud, si la ventilation n'est pas bonne, bien, l'augmentation des gaz se fait. Et puis, il y a des risques, dans le fond, de gaz très toxiques qui sont très pauvres en oxygène qui peuvent s'en dégager, comme le H2S, le sulfure d'hydrogène, qu'on va voir tantôt. Évidemment, c'est sauvetage pompier dans ce volet-là avec des appareils respiratoires pour venir euh, éviter d'être exposé à des gaz toxiques. Maintenant, si on regarde le sulfure d'hydrogène, donc le sulfure d'hydrogène, lui, est justement dans la décomposition du fumier, des manières organiques comme le fumier, qui va être dégagé. C'est le plus dangereux. C'est un gaz extrêmement dangereux. On va retrouver pas juste dans le fumier, mais on va retrouver dans une multitude de choses euh, au niveau du raffinage pétrolier, tout ce qui a rapport avec le pétrole, au niveau de la captation, d'épuration des gaz naturels, du forage, production d'énergie géothermique,
traitement d'affinage de métaux, des exploitations minières, même au niveau de la pêche, dans les dépotoirs par exemple, dans les eaux usées. Euh, dans les industries là, aussi qui vont s'occuper, dans le fond, tout ce qui est les carcasses d'animaux, des choses comme ça. Vulcanisation de caoutchouc naturel, dans le procédé de pâte et papier aussi, tannage du cuir, et évidemment dans des fosses à purin, ou encore, ça pourrait être dans des égouts aussi, qu'on pourrait retrouver le H2S. Le H2S, dans le fond, c'est un asphyxiant qui est chimique, qui va immédiatement, dans le fond, en réaction chimique avec l'hémoglobine du sang, qui va empêcher le transport de l'oxygène jusqu'au tissu, puis jusqu'aux organes vitaux, qui va ressembler un petit peu à ce qu'on a vu précédemment. Euh, à faible concentration, le gaz est facilement détectable, dans le fond, comme une odeur d'œuf pourri, mais à des concentrations élevées, il va provoquer la perte d'odorat, donc on ne le sentira pas et va être quasiment instantané là, pour venir créer des problèmes majeurs chez le patient comme la paralysie pardon, et la mort. On regarde encore au niveau cellulaire. Le H2S vient vraiment attaquer encore la mitochondrie, donc dans la paroi de la mitochondrie, au niveau cellulaire, qui va empêcher, dans le fond, la respiration cellulaire encore une fois. Donc, lui, il va agir comme poison sur le cytodrome oxydase dans la paroi de la mitochondrie pour bloquer les éléments, dans le fond, de la chaîne de transport des électrons qui vont être catalysés pour la réduction des molécules d'oxygène en eau. Ce que tout ça veut dire, c'est que ça va inhiber la respiration cellulaire encore une fois. Donc, c'est pour ça que la majorité des patients qui vont être exposés à du H2S vont décéder rapidement. Les symptômes là, vont progresser rapidement. Exemple, irritation des muqueuses, céphalée, nausée, tout, étourdissement. Donc, ça vient toucher principalement au niveau neurologique initialement. Toujours en lien avec les types de concentration puis la puissance. Là. Et dyspnée, édème pulmonaire, hypotension, arythmie cardiaque, convulsion, coma, mort. Dans des concentrations très élevées, une perte de conscience va arriver dans les quelques secondes et le décès va survenir très rapidement. Euh, Aussi, dans des concentrations moins élevées, juste l'irritation des muqueuses, des voies respiratoires pour entraîner là, dans un bronchospasme ou à des plus fortes concentrations d'édème pulmonaire rapide et provoquer aussi une dépression respiratoire. Donc, si on regarde ici le tableau des effets du sulfure d'hydrogène, donc à faible concentration, par exemple, à des faibles concentrations, là, odeur modérée, facilement détectable, ce qu'on parlait, on est capable de le sentir, odeur d'œuf pourri, irritation au niveau des yeux, si on monte encore, odeur désagréable, on monte un petit peu plus, donc tout, irritation des yeux, perte de l'odorat au bout de 2 à 15 minutes, donc rapidement on va le perdre. Si on continue à monter, donc inflammation des yeux, irritation, donc les muqueuses sont affectées, irritation de l'appareil respiratoire au bout d'une heure, 500 à 700, donc on s'en va dans la perte de conscience, mort éventuelle au bout de 30 à 60 minutes. Si on va plus haut encore, perte de conscience rapide, arrêt respiratoire et mort. Ils sont à des concentrations très élevées, paralysie du diaphragme dès la première inhalation et asphyxie respiratoire. Donc c'est très dangereux et très rapide. Si on regarde au niveau des fosses à purin, c'est intéressant dans le fond de regarder ça. Donc au niveau du H2S, dans le fond, qui est un gaz qui est plus lourd que l'air. Donc il va être porté à rester, à descendre toujours en surface. Si c'est, exemple, un trou, il va descendre dans le trou. Dans un bâtiment, il va descendre dans le bas du bâtiment. Si on parle, par exemple, des fosses à purin, dans lesquelles ce gaz se retrouve, donc le gaz va stagner à la surface, c'est l'exemple du fumier. La problématique, c'est s'il y a un déplacement d'air, un déplacement de ventilation ou une agitation qui se fait. Donc, la couche gazeuse va chercher à remonter dans le bâtiment ou dans l'endroit où vous êtes là, pour soit être extraite par la ventilation, soit être exposée au niveau du patient qui sera à proximité, par exemple. Donc, en quelques secondes, dans une fosse à purin, s'il y a un mouvement qui se fait au niveau de la surface, donc le gaz va se déplacer et immédiatement, on va atteindre un pic de concentration très élevé dû au déplacement. Et c'est ça qui est très dangereux et à considérer, dans le fond, à proximité par exemple, une fosse à purin. On regarde au niveau du méthane, le CH4. Donc, le méthane est identifié comme un GS, un gaz à effet de serre. C'est un gaz incolore, inodore.
Évidemment, c'est un gaz qui est à risque d'explosion, selon la concentration. Donc, c'est un gaz qui est présent dans la dégradation, décomposition, exemple, une décharge, des fermes, bâtiments de ferme, par exemple, qui sont fermés. Certains processus industriels, des incendies de forêt, des traitements d'eau usée, tout ce qui est la digestion, évidemment, comme on entend parler souvent avec les vaches qui dégagent des GES, par exemple. Donc, les conséquences, ben, c'est des risques d'hypoxie causés par le manque d'oxygène. Donc, en inhalation à faible concentration, c'est pas nocif. À des concentrations plus élevées, ben, on sait que ça affaiblit l'oxygène dans l'environnement. Donc, automatiquement, ça nous apporte en hypoxie. Donc, à faible teneur, on peut avoir une respiration plus rapide, tachycardie, euh, un patient qui a des neuros un peu affectés, de la faiblesse, et plus que la teneur en oxygène va diminuer et que la salle en méthane va être plus présente, ben, des nausées, des vomissements, de perte de conscience, de convulsions et pour entraîner la mort, évidemment, dans des concentrations très élevées ou des expositions très prolongées. Euh, donc, évidemment aussi, les dommages peuvent être permanents là, si l'exposition a été longue et a atteint le cerveau et le cœur pour l'endommager, par exemple, dû à l'hypoxie comme telle. Si on regarde maintenant l'ammoniac, le NH3, l'ammoniac est un gaz qui est incolore, mais à odeur piquante, qu'on pourrait dire, produit par la décomposition des composés d'azote, par exemple dans du fumier d'animaux. C'est un gaz qui est irritant, c'est un gaz qui est plus léger que l'air, pour chercher à monter. On peut retrouver aussi dans des gaz réfrigérants dans l'industrie réfrigérée, dans la réfrigération industrielle au niveau des aliments, dans les stades, les arénas pour tout ce qui est refroidissement. Fabrication aussi au niveau dans les fibres solaires, les composants électroniques ou les composants photovoltaïques. Dans la fabrication d'engrais, par exemple, composants dans l'acide nitrique, les explosifs, dans certains produits ménagers, dans les purificateurs, dans les traitements de réserve d'eau, dans des fabrications de plastique, de pétrole, de caoutchouc. Bref, on peut le retrouver dans bien des choses, dans les pâtes et papiers aussi, au niveau de l'agroalimentaire aussi, c'est des choses qu'on pourrait retrouver. C'est un gaz qui peut se retrouver beaucoup au niveau des porcheries, des poulaillers, des clapiers. Les clapiers qui sont pour les lapins. Dans le fond, c'est le déchet métabolique là, au niveau des animaux qui va entrer en ligne de compte et dégager l'ammoniac comme tel. Si on regarde en cas d'inhalation, l'ammoniac, qui est un gaz, c'est un gaz irritant. Donc, ça va provoquer des irritations au niveau du nez, de la gorge, ça va provoquer des édèmes pulmonaires, de la toux, de la dyspnée, difficulté respiratoire, oppression à la poitrine. Ça peut se manifester des heures après, tout dépendant évidemment de l'exposition qu'on peut avoir, peut être aggravé par l'effort physique. Puis, du moment que c'est des expositions qui sont sévères, les répercussions sont rapides et graves, évidemment. Donc, le tableau nous le démontre très bien, là, en l'espace de, par exemple, de quelques minutes, si on a une exposition d'un particule par million, le ppm ici, automatiquement, c'est le décès par édème pulmonaire très, 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 très rapide. Et vous avez toutes les autres là, qui sont indiquées sur le tableau en lien avec l'exposition possible. Pas oublier aussi que tout ce qui est exposition par contact, ben, c'est des brûlures. Okay? Donc, à considérer aussi. On regarde maintenant le CO2, donc le dioxyde de carbone. On va faire la distinction entre le monoxyde de carbone, mono pour un, dioxyde pour deux. Donc, c'est un gaz qui est incolore, qui est inodore, donc qui est produit par la respiration des animaux, des végétaux, qui existent naturellement dans l'atmosphère. C'est un gaz qui est plus lourd que l'air, un peu comme le sulfure d'hydrogène. Il va tendre à s'accumuler toujours dans le fond, exemple dans un silo, dans le bas du silo, ce serait exemple, je sais pas, un ensilage, même chose, ou un bâtiment industriel ou agricole, par exemple, ben, il va chercher à s'accumuler toujours dans le bas. Donc, le principal danger du dioxyde, c'est l'approvissement en oxygène. Donc, si on en diminue un, si on augmente un, on diminue l'autre. Donc, ça entraîne rapidement des asphyxies, la suffocation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut toujours porter attention sur la ventilation dans des bâtiments, des gros bâtiments industriels ou agricoles,
pour éviter que le CO2 atteigne des concentrations qui sont dangereuses et qui sont mortelles si on a à s'exposer ou les patients qui ont été exposés dans cet environnement-là. Si on parle de l'ensilage, par exemple, donc au niveau de l'ensilage, c'est-à-dire mettre du grain dans un silo, comme vous avez dans l'image là, ça peut être aussi, des types de végétaux qui vont être mis là-dedans. Les végétaux vont épuiser rapidement l'oxygène qui est dans l'environnement et ça va tomber très très faible en oxygène. Et aussi, on va avoir dans le fond du CO2 qui va être accumulé dans ce type d'environnement-là. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important de ventiler ces endroits-là s'il y a des gens qui descendent. Donc, vous avez un cas, par exemple, d'un patient qui est descendu dans un silo et il ressort, il semble être complètement intoxiqué. Bien, dans votre questionnement, clairement, il est exposé à des gaz ou tout simplement à du CO2, ce qui fait qu'on a une problématique. Est-ce que c'était ventilé convenablement avant? C'est à considérer. Même chose pour exemple un bâtiment commercial. Au niveau de la ventilation, si vous avez plusieurs patients qui représentent tous les mêmes signes et symptômes, évidemment, il y a peut-être une problématique de ventilation, donc de gaz qui ont été accumulés et d'inhalation au niveau de ces patients-là. On regarde maintenant le dioxyde d'azote, le NO2. Donc, le dioxyde d'azote, c'est utilisé pour l'emploi d'explosifs. Encore là, dans les mines, dans l'hydroélectricité, au niveau de l'incinération des ordures, appareil de chauffage, au charbon, au gaz, tout ce qui est hydrocarbures, fermentation de grains, encore là, dans des silos. Le NO2, c'est un exfoliant qui est chimiquement dangereux, qui est produit par la réaction chimique et qui va déclencher presque immédiatement, qui va se déclencher presque immédiatement après l'entassement des végétaux, exemple, dans un silo. Si on reparle pour le silo comme tel. Même une exposition à courte durée peut entraîner rapidement la mort. Donc, l'odeur caractéristique, c'est une odeur d'eau de javel, puis aussi qui peut être visible sous forme de brouillard brun rougeâtre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a comme image. C'est plus lourd que l'air, donc va tendre à rester toujours au ras du sol, dans le fond. Et il va descendre, par exemple, si on parle du silo qui a un petit peu de NO2 qui est produit, ben, il va descendre dans le fond du silo pour stagner au fond. La problématique avec le NO2, c'est lorsqu'il est inhalé, dans le fond, il va se dissoudre au contact avec l'humidité. Il va rentrer au contact avec l'humidité au niveau de la surface interne, par exemple, des poumons, et ça va se transformer en acide, un acide nitrique, un acide qui est très puissant, qui, lui, va brûler les poumons, les tissus, provoquer des hémorragies qui sont massives et majeures. Donc, une répétition répétée des concentrations même plus faibles peut amener des problèmes respiratoires qui sont chroniques, qui vont rester là, des essoufflements, de la toux, et aussi un édème du poumon. Dans le cas d'une exposition très grave, ben, votre patient va être en hémorragie massive au niveau pulmonaire. Vous allez sûrement entendre des crépitants et peut-être même, si c'est majeur, vous allez avoir du sang qui va sortir par la bouche, par exemple. Voici une multitude de références. Évidemment, c'est un sujet qui est illimité. Je vous invite à toujours garder le guide des mesures d'urgence lorsque vous êtes exposé à ce type d'environnement-là. C'est juste pour amener une mesure de sécurité, un peu de connaissance, et puis à rester vigilant lorsqu'on approche de ces environnements-là, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une multitude de gaz qui peuvent être impliqués dans tout ce genre de choses-là et qui sont très dangereux et très nocifs.